et bonsoir, même si c'est pas du français à tous, vous êtes sur IRM.radio, vive le confinement, nous on sera toujours là, en fait non je m'avance, mais pour le moment on est là, il est 22h02, nous sommes sur IRM.radio pour Pimp My Life, l'émission où on parle de développement personnel mais sans bullshit, et ce soir le thème c'est comment poser ses limites. Déjà, c'est quoi une limite, les gars? C'est par exemple quand il y a quelqu'un qui vous fait des avances dans le métro, et des relous, quoi, et vous avez absolument pas envie, qu'on vous embête, donc à vous de poser les limites. Ou même des choses peut-être que vous avez vécues, par exemple l'ami qui vous exploite toujours en vous demandant des faveurs et vous n'arrivez pas non plus à leur dire non pour ne pas leur faire du mal. Ou ça peut aller plus loin, même dans le cadre professionnel, par exemple avec un chef qui vous remplit de travail, que vous en pouvez plus, mais pourtant vous n'osez pas lui dire pour peur de représailles ou autre. Voilà, il faut apprendre à poser les limites. Et ce soir, nous allons voir tout ça. Déjà, nous allons voir tout ça avec Idriss. Donc, bonsoir Idriss. Bonsoir. Donc, notre chroniqueur. Mais ce soir, nous avons aussi, vous vous rappelez la semaine dernière, une fille qui s'appelait Mégane, qui a eu le courage d'apprendre l'arabe en 3 mois pendant le confinement. La voilà. Bonsoir tout le monde. Et ce soir, nous avons aussi... Alors, regardez-la, parce qu'elle est sur les réseaux, elle s'appelle Chloé. Elle est influenceuse et en même temps étudiante dans le luxe. Bienvenue à Chloé. Coucou Chloé. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Et bien sûr, là, vous allez, si vous êtes sur Twitch, d'ailleurs, si vous ne suivez pas encore, allez tout de suite sur Twitch, irm.radio, tout simplement pour regarder qui nous sommes, nos têtes, quoi. Et si vous êtes en ce moment connecté, vous voyez donc Chloé, qui est notre chroniqueuse aussi du jour. Mais nous avons, à côté d'elle, on voit un gars. Et ce gars, c'est Jérémy Coleman. Alors, Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jérémy Coleman, pourquoi il est là? Parce qu'il est un serial entrepreneur et aussi business coach. Et il a un passé où il va nous expliquer, mais il a fait plein de jobs. Il était même l'un des plus gros blogueurs masculins en France. Et d'ailleurs, un blog qui s'appelait Be What You Wear et qu'il a vendu. Et donc, il est là parce que dans sa life, il a dû poser beaucoup de limites. Et donc, aujourd'hui, justement, nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réussi à poser ses limites. Alors déjà, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé des trucs relous, c'est-à-dire parfois, il peut vous arriver d'être dans des situations très embêtantes. Donc, je vous disais, quand il y a quelqu'un qui essaie de vous draguer, vous voulez pas, le chef qui vous emmerde, voilà, bif, voilà, ou des amis, des connaissances qui vous embêtent aussi. Bah déjà, qu'est-ce que c'est une limite? Pourquoi il faut poser ses limites? C'est quelque chose, et ça pour moi c'est important de le définir là, tout de suite, pour qu'on comprenne direct, c'est quelque chose que l'on crée pour soi-même. On pense qu'on va mettre les limites pour les autres. Non, on met des limites pour nous, parce qu'on a envie de mettre en place quelque chose pour avoir un changement, pour avoir un résultat différent. Et donc, ça, c'est hyper important. C'est un peu pour comprendre, c'est un peu comme une clôture. Vous voyez, si vous avez une clôture dans une propriété privée, eh ben, vous mettez une clôture autour de vous. C'est un peu comme dans les... Bon, bref, j'ai des références tout à moi. Mais t'allais parler de quoi? De ferme de... Non, j'allais pas parler de ferme. J'allais parler, vous savez, de trucs avec Alyssa Milano, la sorcière là, des années 90. Je sais pas si vous voyez ce truc. Ah oui, on n'a pas les mêmes références. Charmed, exact, c'était bien Charmed. Et ben dans Charmed, elle mettait un truc, un feu de feu autour d'elle. Et là, c'est pareil, on pose une limite, on fait comme un cercle autour de nous pour se protéger des comportements qui pourraient nous blesser parce que peut-être ils sont contraires à nos valeurs. Et donc là, on va attaquer fort quand même, Idriss. J'aimerais bien que tu me dises, que tu puisses parler avec notre super invité pour Monsieur en savoir Jérémy. plus. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce que j'ai vu. Monsieur Jérémy Coleman. Alors, Jérémy, on s'est vu tout à l'heure. Il y avait un truc marrant, ça. On a fait un test ensemble avec Aurora sur Skype, et il y avait l'effet miroir où tu avais le même fond. On était tous les deux avec notre capuche. On aurait dit deux gangsters. Je nous ai balancé un petit peu. Hein. Je me permets. Jérémy, tu es de quel coin? Je suis de Paris. Tu es sur Paris. Je vis à Paris maintenant. Je vis à Paris depuis 6 ans, 7 ans, je sais plus. Et je suis originaire de Strasbourg à la base.
Et tu es originaire de Strasbourg. Ok, super. Alors, je vais te laisser te présenter, mais avant, je vais Mhm, essayer de te présenter au travers de ce je que t'en j'ai prie. vu sur Internet. Parce que tu t'es bien référencé sur Mhm, LinkedIn, par rapport au site Internet, etc. Et alors, avant, Jérémy, tu es un ancien consultant en communication et tu es ouais, fondateur d'une marque de prêt-à-porter si je dis pas de bêtises, et ouais, tu es passionné ouais, de c'est ça, marketing ouais. digital et de marketing d'influence. Est-ce que jusque-là, je me trompe Mhm, pas? c'est juste, c'est juste. Super. Tu voulais rajouter quelque chose, Aurora? Alors moi, je voulais juste rajouter pour nos téléspectateurs que grâce à tout ce beau monde qui est avec nous ce soir, on va justement comprendre ce que c'est une limite et à quoi ça sert, comment aussi et quand poser ses limites, quelles sont aussi les limites et les dangers quand on veut poser ses limites. Et bien sûr aussi, vous savez que tous les dimanches, on a toujours notre rubrique qu'on a testée pour vous, où on va vous donner des méthodes dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle justement pour réussir à poser vos limites. Mais maintenant, je recède la parole à Idriss. Avec grand plaisir. Alors, je vais essayer de te poser les questions les plus directes possibles pour que bah, justement Ouais. on puisse donner un peu plus de clarté à ceux qui nous écoutent. Donc là, actuellement, déjà pour faire simple, qu'est-ce que tu fais actuellement, Jérémy? Ah, alors Jérémy est sous l'eau. On entend un bruit de sous-marin. Hop. Je pense que Ça, la ça, connexion ça coupe revient. un petit peu. Voilà. Alors je repose ma question si jamais tu l'as pas Oui, entendu. oui. Donc Oui, non, j'ai là, pas entendu, en effet. ok. Alors Jérémy, très simple actuellement, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Quelle est ton activité ou tes activités? Mhm. Actuellement, je suis entrepreneur. Alors, ça, c'est un peu un mot fourre-tout. Je suis cofondateur d'une méthode que j'enseigne avec mon associé à notamment des coachs et des thérapeutes pour trouver des clients sur Internet. C'est, si tu veux, la suite logique des années de business coaching où je faisais du coaching one-to-one. Mhm. Tout le monde m'entend? Très bien. Ça fait des bruits bizarres pour ça. Non, j'ai coaché en one-to-one, j'ai coaché en groupe, etc. Et si tu veux, la suite logique, quand tu as coaché plusieurs centaines de personnes et que tu avais des problématiques revenir régulièrement, c'est qu'à ce moment-là, tu crées un programme qui regroupe la plupart des problèmes qui sont récurrents, plus il y a toujours un suivi personnalisé, etc. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on parle du programme Canapé? J'ai cru voir ça. Business canapé, c'est Ouais, ça, c'était ouais, plus sexy de dire exactement. canapé. Ah, mais attends, mais tu parles des promotions ou quoi là? Bah écoute, justement, c'est la question que je vais te poser. C'est quoi ce truc? En quoi ça consiste? C'est un programme de formation marketing pour les coachs et les thérapeutes, hein, pour résumer très facilement. Maintenant, pourquoi c'est arrivé à s'appeler comme ça et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est parti de il y a un an maintenant. Je vivais pendant quelques mois avec mon associé en Géorgie. On a eu plusieurs entrepreneurs en immersion là-bas à Tbilissi et ils étaient tous très étonnés de notre façon de travailler en fait. Ils nous voyaient traîner en short et en jogging dans le canapé avec notre téléphone dans la main. Ils disaient non mais vous êtes sérieux les mecs, c'est comme ça que vous bossez? Bah ouais, enfin, nous on est plutôt à la base introvertis, plutôt timides, des choses comme ça pendant longtemps et on s'est créé en fait un business et une vie sur mesure et c'est en partant de là et en partant de ce constat que les gens ils avaient envie de savoir ça de nous et de comment ils pouvaient faire la même chose que c'est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui business canapé. Hmm. Ok. Et alors, tu parlais de la Géorgie, l'Estonie. C'est Ouais. quoi pour toi? Tu travailles en Estonie aussi? Non, 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 notre société principale elle est en Estonie, moi je suis en France. Mon associé, il est en Estonie, on a pas mal de partenaires professionnels qui sont en Estonie. Moi, actuellement, j'ai toutes mes activités à Paris, mais de par le fait qu'on ait des clients dans plusieurs pays, plusieurs continents, qu'on a pas mal voyagé, etc., on a des sociétés dans plein de pays différents. En tout cas, vous êtes très malin parce que si je dis pas de bêtises, vous coachez des coachs. C'est-à-dire dans la chaîne alimentaire, vous êtes passé au niveau au-dessus, c'est ça? C'est malheureusement un peu le vilain côté de nos métiers qu'on a vu malheureusement avec toutes les dérives que ça entraîne, où certains s'apparentent à du Ponzi, où tu vas avoir des business coachs qui coachent des business coachs à coacher des business coachs. Hmm. C'est horrible ce truc-là, on le dénonce fortement. Nous, on est vraiment sur une partie formation marketing et on s'adresse surtout à des coachs en développement personnel, des coachs dans la santé, dans le sport, dans la nutrition, des thérapeutes, etc. Mais on ne coach pas des gens à faire la même chose que nous. Ok, alors dans votre coaching, justement, pour revenir sur le thème qui est Mhm, important, comment vous aidez donc vos coachs mhm. à faire en sorte qu'ils arrivent justement à se poser, eux, leurs limites? C'est quoi vos Ouais, bien techniques? sûr. C'est à base, c'est du développement personnel, c'est comprendre que
les normes business qui sont soi-disant imposées par la société sont pas obligées d'être ta réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'a appris que le client est roi, qu'il faut lui répondre non-stop, qu'il faut être à ses petits soins, répondre à 23 heures et te laisser marcher dessus. Oui, c'est ce qu'on lit, oui, c'est ce qu'on entend, mais c'est pas obligé d'être ta réalité. Et en posant des limites, en disant, bah écoute, moi je travaille comme ça et pas autrement, on arrive à changer le paradigme de départ, on arrive à changer le postulat, et c'est très reposant. Nous, dans notre métier, on est habitué aux coachs qui sont dispo 24 sur 24, qui font des appels diagnostiques, des appels de vente, des choses comme ça. Nous, on était parmi les premiers à dire non, mais en fait, nous, vendre au téléphone, ça nous fait chier. On n'aime pas ça. Tu passes 1 heure au téléphone, c'est inconfortable pour la plupart des gens. Nous, on va le faire plus que par Messenger. Voilà, on a changé la donne. On a décidé qu'on posait une certaine limite à ce niveau-là. C'est non, nous, il n'y a pas d'appel avec nous. Ça nous fait chier. Et ça tombe bien, 99% de nos clients sont introvertis, ça les fait chier aussi. Derrière, c'est la façon de répondre aussi. Nous, on répond qu'en asynchrone. On conseille à nos clients de faire la même chose. Ça permet de se poser, de réfléchir et de ne pas se laisser envahir quand on a beaucoup de clients. Nous, actuellement, on a une centaine de clients. Si on répond au téléphone 24 sur 24 à tout le monde, autant dire qu'on ne dort plus. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, c'est prendre ce que tu crois être la normalité et dire non, cette normalité, moi, elle ne me convient pas, je vais la changer. Et donc, c'est en ça qu'on leur apprend à poser des limites, c'est-à-dire que créer votre propre paradigme dans votre métier, On marque un temps vous de ferez pause. mieux. Et en définitive, Ça a coupé un petit peu. Ça a coupé un petit peu. Est-ce que Jérémy, tu peux répéter la dernière phrase? je vous entends plus non plus. Mince. C'est pas le réseau parisien. Non, il est en Estonie. Alors, Jérémy, tu nous entends? Ouais, moi je vous entends, ouais, mais c'est Skype qui a l'air d'avoir du mal un petit peu. Qui bouge. Alors, dis-nous juste la dernière phrase, parce que on était en train de voir une partie qui est très Euh, intéressante par rapport au fait que ouais, tu demandes aussi alors. à tes clients de poser des limites. Et comment tu fais exactement? Qu'est-ce que tu leur dis? Nos clients, ils viennent nous expliquer des situations qui sont anxiogènes pour eux. Et en fait, c'est très très simple ce qu'on fait là, et pour autant, quand tu sais pas que c'est possible, c'est très compliqué à la fois. Si on leur dit simplement, OK, tu penses que ça c'est la norme et cette norme ne te convient pas, change-la. On t'a dit qu'il fallait téléphoner, bah écoute, pose une limite, dis, moi je ne téléphone plus. Et juste leur donner l'autorisation, si tu veux, de nous qui sommes censés être au-dessus d'eux, vu que c'est nous qui les formons quand même, leur dire, nous on te dit que tu as le droit de le faire, tout de suite, ils se sentent capables de le faire et c'est beaucoup plus simple pour eux de poser cette limite. Ok, super. Alors j'ai une dernière question, Aurora, si c'est bon pour toi. Donc justement sur le coaching, donc tu coaches des coachs d'une manière globale. Ma question c'est en termes de légitimité. Parce que souvent quand tu coaches, il y a deux choses. Ouais. Est-ce que tu coaches parce que toi-même tu as reçu un programme de formation et tu as été coaché, ou est-ce que en termes de légitimité, ce que tu transmets à tes clients, ça vient d'une réelle expertise terrain, d'une expérience que toi-même tu as vécue? C'est une très bonne question parce que malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup de coachs sur le marché qui se sont fait former par des programmes américains qui les ont traduits et copiés en France. Florian, mon associé comme moi, on a 10 ans d'expérience dans le marketing, dans le social media, dans la vente, dans les stratégies d'influence, dans les stratégies de croissance sur Internet. Et on vient, lui comme moi, d'un milieu de freelance, de consulting. On travaillait pour des agences, pour des grandes entreprises, etc. Et c'est de là qu'on a tiré tout ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai effectivement été coaché aussi, mais j'ai été coaché sur le plan personnel et pas sur le plan business. Ok, super, merci beaucoup Jérémy. Aurora, je ne sais Avec pas s'il y plaisir. avait d'autres choses que tu voulais savoir. Alors en fait, moi, c'est par rapport à Jérémy. Si je résume ce qu'il a dit, c'est que finalement, la méthode que lui, il enseigne à ses clients, c'est tout simplement qu'il s'octroie le droit de poser des limites. Parce que parfois, Ouais. ce que tu dis, Jérémy, dis-moi si c'est correct, mais les clients ont des craintes de poser des Mhm. limites, alors que personne leur a dit de ne pas le faire en réalité. Ouais. Ok. Bah, c'est ce qu'on appelle en coaching la plupart du temps des blocages inconscients. Parfois, ils sont conscients aussi, hein. C'est des choses qui nous suivent des fois depuis l'enfance, des fois depuis le collège, le lycée, ou des fois depuis le début du monde professionnel, et qu'on a considéré comme des acquis, comme des choses qui étaient normales, qui étaient acceptables et qu'il fallait tolérer. Moi, je suis passé par là aussi, j'ai été freelance, hein, j'ai des clients qui me gueulaient dessus, et juste à un moment, j'ai décidé de dire stop. Et je dis, tiens, c'est comme ça que c'est censé se passer, mais moi, ça ne me convient pas du tout, et si j'essayais de faire autrement. Et c'est ce qu'on propose aussi à nos clients de faire, c'est pas, si vous aimez pas quelque chose, enlevez-le. Vous aurez peut-être plus les mêmes clients, mais vous en aurez d'autres qui s'identifient mieux aux limites que vous venez de poser, et vous serez plus heureux, et donc vous servirez mieux aux clients.
Ok, alors avec ce que Jérémy a dit tout à l'heure, je voulais juste aussi reprendre quelque chose, peut-être Aurora, on va l'utiliser tout à l'heure dans l'émission, c'est sur l'idée surtout alors peut-être déléguer, mais surtout le mot d'automatiser certaines tâches. On parlait tout à l'heure de prospection, de répondre toute la journée au téléphone, donc d'automatiser, là votre approche, de votre côté, pardon, c'est du côté de Messenger par exemple, il y a plein d'autres outils que l'on peut utiliser, mais savoir se poser des limites, Mhm. c'est de se dire qu'on peut produire plus de résultats, pas en faisant plus, mais justement en se mettant un cadre et en utilisant des leviers qui vont nous Ouais. permettre d'automatiser certaines actions. Est-ce que j'ai bien résumé, Jérémy? Ouais, complètement. Alors nous, on n'est pas trop sur l'automatisation parce que bah, typiquement, nos clients, c'est pas des experts marketing, web marketing et automatisation. Donc, on leur donne d'autres méthodes. Et donc, nous, c'est des méthodes pas du tout automatiques à la main, hein. C'est du bon vieil artisanat. Sauf qu'on leur donne un truc qui leur permet de le faire en 1 ou 2 heures par semaine, tout leur marketing. Mais oui, c'est exactement le principe. C'est si quelque chose ne te convient pas, en fait, change-le et change-le pour quelque chose qui est mieux pour toi. Ok, bon, super, super conseil en tout cas de se dire tout simplement, il faut tout simplement se donner le droit de pouvoir changer quand ça Ouais. ne nous va pas. En fait, on ne va pas subir une situation. Complètement. Mais je sais que parfois, en fait, on a des peurs. C'est comme s'il y avait des dangers à pouvoir réussir à faire ça, en fait, tout simplement. Et je sais que Chloé, tu voulais nous parler de ça, justement, des dangers qui sont liés et des peurs aussi qu'on peut avoir pour lesquelles, en fait, ou à cause desquelles, souvent, on n'ose pas, au fait, tout simplement. On n'ose tout simplement pas poser ses limites, au fait. On préfère presque subir alors que ça nous plaît Je pas. t'entends plus. Ah mince. Alors, Chloé, est-ce que tu Non, as... c'est bon, là, je t'entends. Ok. Est-ce C'est que tu bon, as je entendu... t'entends. Est-ce que tu as entendu ma question? Non, j'ai pas entendu ta question, du coup. Alors, ma question, c'était, souvent, en fait, on a des peurs et donc qui nous Ouais. empêchent de poser ses limites. Et donc, voilà, Mm. je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en pensais? Bah, c'est vrai que, on a tendance, enfin, je sais par expérience personnelle et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, on a tendance à vouloir faire passer le bonheur, des autres avant le nôtre et de toujours vouloir s'adapter aux autres. Ce qui fait qu'en fait, on considère qu'on passe, d'une certaine façon en second plan et donc du coup, enfin, si on souhaite poser ses limites, ça sous-entend en fait qu'on se mette en premier plan et qu'on impose qui on est et qu'on impose notre personnalité, nos choix, et cetera. Et ça peut faire peur pour plusieurs raisons. Sur le plan professionnel, on peut avoir peur de ruiner sa carrière si c'est des limites à poser qui sont vraiment très importantes, indifférents avec un patron ou quelque chose comme ça. On a aussi peur de se prendre un refus, en fait, que la personne en face ne soit pas prête à écouter, ne soit pas là pour écouter ou qu'elle n'ait juste rien à faire. Et c'est pareil sur la vie personnelle. On a peur de décevoir, on a peur d'être déçu, on a peur de blesser la personne ou d'être blessé en retour. Il y a aussi, par exemple, sur une question de poser ses limites sur le plan sentimental, quand une relation ne nous convient pas, on peut aussi avoir peur de la solitude, peur de l'abandon, peur de se dire que si on dit les choses, et ben, la personne, elle va s'en aller, en fait, et c'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde. Donc, en fait, je pense qu'on passe vivre dans la peur. Et donc, du coup, à se mettre une carapace, à se dire plutôt, bon, bah voilà, je vais m'adapter aux autres, je vais m'adapter à l'environnement que j'ai autour de moi, euh, plutôt que de m'imposer et de faire entendre ma voix, quoi. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'en fait, souvent, on a peur que quelque part, peut-être la relation tout simplement casse ou comme tu dis, peur de décevoir. C'est En ça. fait, tout simplement, Mm. souvent, on a peur que on va abîmer la relation et qu'on va s'éloigner de la personne. Alors que ce qui se passe, c'est que quand on est vraiment sincère et on pose nos limites, on va plutôt se rapprocher de la personne parce que la relation qu'on va Mm. bâtir, c'est plutôt une relation qui va être plus intime parce que quelque part, on révèle qui on est vraiment. On ne se cache pas Ouais, derrière et un on est masque. honnête. Ouais. Et on est Mm. honnête, Ouais, exactement. Et on est c'est honnête. ça. Et sinon, en fait, est-ce que parce que qu'est-ce qu'il peut se passer concrètement quand on subit comme ça et on n'ose pas poser ses limites? Qu'est-ce qu'il se passe? Bah, moi, je sais que personnellement, c'est ce qui s'est passé dans ma précédente relation où j'ai toujours été quelqu'un qui laisse passer le bonheur des autres avant le sien. Et j'en suis arrivée à un moment, en fait, où j'ai fini par m'oublier complètement. Par Hmm. exemple, on se dispute, et bah, la seule chose que j'ai en tête, c'est il faut que lui soit heureux, donc je vais faire tous les efforts possibles et inimaginables, quitte à ce que moi je sois pas heureuse, mais pour être sûre que lui soit heureux. Et en fait, ça fonctionne pas parce qu'il y a un moment donné, ça devient extrêmement toxique et c'est juste invivable. Surtout que
quand on passe notre temps à se mettre en second plan, en fait, il y a un moment donné où ça explose. C'est inévitable, c'est écrit. Et donc, le problème, c'est que comme on a cumulé ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, et ben, il y a un moment donné, ça pète. Et du coup, la personne, en fait, en face ne comprend pas. Et c'est normal. Parce qu'il y a tout un coup, parce qu'on a accumulé, accumulé, accumulé. Alors que si on pose ses limites dès le départ, et ben, soit la personne en face, elle se dit, OK, c'est qui elle est et ça me va. Soit, eh ben, ça lui va pas, mais c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que quelque chose que j'ai appris ces derniers mois, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et Et que c'est pas grave de perdre une relation amoureuse, de perdre une relation amicale ou même professionnelle, si si ça nous permet d'être vraiment heureuse et de ne pas être restreinte dans la relation. Parce que je pense qu'il faut réellement faire passer notre bonheur sans être trop égoïste, mais parfois je pense qu'il faut être égoïste. euh, Avant tout, quitte à ce qu'une relation pète et quitte à ce qu'une relation ne fonctionne pas. Parce qu'au final, je pense que ne rien dire et ne pas poser ses limites, c'est ne pas être honnête envers soi-même et envers la personne avec qui on est. Ce qui fait qu'au final, peut-être que si on avait posé ses limites dès le départ, dit bah, ça me va, ça me va pas dans une relation, et ben on serait pas avec la personne en fait. Ce qui fait que c'est logique que la relation ne fonctionne pas. oui, et en plus, si on fait, en fait, si on reste dans cette situation qui est quelque part malheureuse, on va bâtir une relation qui est superficielle parce que on n'est pas C'est vraiment ça. nous. Et après, On n'est pas nous-mêmes. Ouais. quand ça pète, mais vraiment quand ça explose d'un coup, comme tu dis, l'autre personne va être hyper surprise de ce qui se passe. Et en plus, Mm. en fait, nous, on va lui en vouloir à mort parce que dans notre tête, on a subi, on a subi, on a subi. Et en fait, C'est ça. en réalité, c'est qu'on s'en veut en fait, on s'en veut contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas posé les limites et Mm. on va faire exploser cette colère envers l'autre qui peut-être n'a jamais été mis au courant qu'il nous agaçait au plus haut point en se comportant d'une certaine façon. Ok. C'est ça. L'autre danger aussi qu'on peut aussi évoquer hein, quand on pense à poser les limites, parfois on se dit qu'on ne veut pas poser des limites parce qu'on ne veut pas manipuler les autres. Et donc on s'est dit, si moi je lui dis de faire ça, je vais le manipuler, moi je veux pas, donc je ne le fais pas. Alors c'est une question Mm. de intention, ce que je pense, hein, si on essaye de manipuler quelqu'un, c'est quelque part de lui faire faire quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de faire. Donc si par contre, par exemple, il y a des choses qui ne font pas partie de poser des limites. Par exemple, si j'ai dit à mon copain, Mm. c'est à toi de jeter la poubelle et qu'il ne veut pas le faire, ça, ce n'est pas poser une limite. Non, non, non. Voilà, voilà, c'est plutôt si je lui mets l'ultimatum, je te quitte si tu sors pas les poubelles tous les soirs. Ça, c'est un ultimatum et du coup, c'est plutôt moi qui va quelque part empiéter sur les Le cadre voilà, de sur ton le conjoint. cadre. Non, c'était une expression Ouais. française, Mm. mais j'avais l'impression que j'allais dire une bêtise, donc je l'ai pas On dit. l'apprend quand même. Si tu l'as, on l'apprend. Avec plaisir. Marcher sur les plats de bande, je crois que c'est. Oui, c'est Ah ça. non, mais C'est Ouais. ça. Ok, cool. Et Bravo. voilà. Et donc, voilà, je vais pas marcher sur ces plats de bande à lui. Et je sais pas si on le dit. Et de cette façon-là, parce que autrement, si je lui mets cet ultimatum, c'est comme si moi j'allais envahir, comme tout à l'heure on a parlé de cercles comme Charmed qu'on met autour de nous. Là, c'est comme si je faisais une déclaration de guerre. En fait, je rentre dans ce qui est à lui, en fait. Ok, Ouais. super. Et moi, du coup, je me pose la question comment aujourd'hui on pourrait en fait, déjà, quand il faut poser des limites et comment faire? Ça dépend sur quel plan. Sur le plan personnel, je pense qu'en fait, je pense qu'on arrive au stade où on doit poser ses limites quand on n'a rien dit dès le début. Mais je pense qu'en fait, dès le début, il faut être assez honnête avec la personne et au final, c'est poser ses limites, mais de façon assez douce, dans le sens où, je sais pas, imaginons on commence à discuter avec quelqu'un, que ça soit quelqu'un pour quelque chose d'amical ou de sentimental ou qu'est-ce. Bah, de petit à petit, en fait, quand il y a quelque chose qui nous va pas, de dire tout de suite les choses. De dire, bah non, ça me plaît pas, ou ça, au contraire, ça me plaît, parce qu'au final, poser ses limites, c'est du positif comme du négatif. Mm. Et je pense qu'en fait, de le dire dès le départ, et bah du coup, ça pose les bases, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que on vaut pas mieux, enfin, on vaut autant que la personne en face. Et il faut se faire conscience, il faut se rendre compte de notre valeur et se dire, bah voilà, je sais pas, moi, j'aime ça. Et bah, je le dis dès le départ, comme ça, la personne, en fait, c'est une question aussi de respect envers l'autre. On Ok. est honnête envers soi-même et on est aussi honnête envers la personne en face. Et sur le plan professionnel, en fait, le truc, c'est que c'est très variable d'une personne à l'autre, parce que ça dépend en fait des limites que nous, on est prêt à accepter.
Peut-être que moi, je vais être prête à accepter des choses que la personne en face de moi va pas être prête à accepter et vice-versa. Je sais qu'en septembre là, j'étais dans un stage qui s'est très mal passé parce que mon maître de stage me manquait de respect. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, bah merde, en fait, je me casse parce que même si pour certains, c'était pas très grave et ça ne méritait pas de partir, moi, je me suis dit, c'est bon, je pose mes limites. Ça, je refuse de le supporter. Quitte à perdre mon stage, c'est pas grave, tant pis. Parce que Et je suis tu lui partie. avais dit. Parce que tu lui avais dit ce que tu ne mets pas dans le comportement de ce maître des stages. Alors, en l'occurrence, pas totalement, dans le sens où je lui ai dit que je partais pour d'autres raisons, mais qui aussi faisait partie de poser mes limites. Mais sur la partie manque de respect, je ne lui ai pas dit parce que il n'allait pas comprendre. Parce que je commençais un petit peu à le connaître et je savais très bien qu'il allait pas comprendre, qu'on allait commencer à débattre, etc. Et en l'occurrence, comme j'avais d'autres raisons pour quitter mon stage, Ok. Mégane, je suis toi, tu partie pour ça. voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Chloé. Je pense qu'il y a un aspect de gestion des émotions qui est très important dans le fait de poser ses limites. Souvent, on est conditionné socialement à vouloir être sympa, à vouloir être gentil, à vouloir rendre service. Mais pourquoi on fait ça? Je pense qu'il faut se demander déjà, avant de voir comment poser ses limites, il faut comprendre pourquoi on a besoin de poser ses limites. Et c'est aussi pour s'éviter une bonne dose d'émotions négatives. C'est-à-dire, Oui, c'est clair. si on dit oui pour faire plaisir, alors qu'en fait, au fond de nous, on pense non, il y a une forte probabilité qu'on ressente de la frustration, du ressentiment, de l'énervement même, parce qu'on va prendre une décision qui n'est pas alignée avec qui on est. Ouais, tout à fait. Je sais que par exemple, pour poser ses limites sur le plan sentimental ou amical, en fait, je pense que c'est des trucs qu'il faut faire au quotidien et des trucs tout bêtes. Un exemple tout bête, et je pense qu'on est tous déjà passés par là, on va au restaurant avec des copines ou avec son copain, ah ben on mange quoi? Moi toujours, ah bah comme tu veux, tu choisis. Alors qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie d'aller manger quelque part, mais je préfère laisser l'autre personne choisir. Et bah des trucs tout bêtes, la prochaine fois que vous allez au restaurant avec quelqu'un et que vous avez le choix entre plusieurs restaurants, vous choisissez. Vous laissez pas la personne dire, enfin vous ne laissez pas la personne choisir, lui dire ah bah comme tu veux, moi je m'en fiche, je te suis, parce que déjà là, c'est ne pas poser ses limites parce qu'on ne s'impose pas et on ne dit pas ce dont on a vraiment envie. Oui, ça c'est dans le cas où Par tu exemple. aurais des envies particulières et du coup, là, tu voudrais le faire avant plutôt que risquer que quelqu'un En te fait, passe devant. c'est essayer de parce que ouais. Ok. Et Mégane, tu voulais rajouter quelque chose d'autre? Oui, je pense que ça peut être difficile pour certaines personnes de poser leurs limites et de dire non. Et il y a plusieurs façons, je pense, de dire non quand on n'a pas l'habitude de dire non. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez dire non en fonction des situations professionnelles et personnelles. Oui. Ouais, très intéressant parce que justement, on a envie de savoir dans le pratico-pratique quelle est la méthode qu'il faut utiliser. Alors pour les personnes qui sont assez réfractaires à dire non, je pense qu'un premier exercice qui est peut-être intéressant à faire, c'est déjà d'identifier les périodes de votre vie ou même de votre journée où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Et vous demandez pourquoi vous avez dit oui alors que vous pensez non. Donc ça, c'est un premier exercice à faire, je pense, qui peut être intéressant pour les personnes qui ont vraiment du mal à poser leurs limites. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ouais, Idriss. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça, on dit savoir se poser des limites. Oui. Est-ce que la traduction, c'est obligatoirement savoir dire oui ou non? Est-ce que c'est pas simplement, c'est pas une histoire de oui ou de non de choix, mais plutôt justement c'est plutôt une histoire de réaction. C'est-à-dire par rapport à une situation, on arrive à une certaine extrémité où là il faut savoir justement se calmer ou recadrer les choses, mais c'est pas forcément une histoire de oui ou de non. Parce que en fait depuis tout à l'heure, et c'est très bien, mais j'ai l'impression on balaye à gauche ou à droite. Savoir se poser des limites, c'est une histoire de oui ou de non. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que souvent, ça peut être aussi une histoire de oui ou de non, mais c'est vrai que c'est tout simplement quand on va quelque part, on va envahir ta façon, en fait, tes valeurs. On va aller à l'encontre de tes valeurs.
quand on va à l'encontre de tes valeurs, c'est pas spécialement une question noir ou blanc, tu vois. Ça peut être quelque chose qui t'embête toi et qui n'a rien à voir avec une question est-ce que tu veux faire ça. Ça peut être aussi, je sais pas, on te demande, je sais pas, de faire quelque chose qui est à l'encontre de tes valeurs, mais t'as pas à répondre en fait. C'est juste par exemple, imaginons que tu t'es embarqué chez Total et que tu es absolument green et on te fait faire la pub de chez Total. Tu t'es embarqué là-dedans, peut-être parce que quand tu as démarré ce job, bah, tu étais stagiaire, tu avais peur de ne pas trouver autre chose et tu as dit ok. Mais au bout d'un moment, ça commence à te peser, parce que peut-être tu es au market et on te demande de faire la pub de la nouvelle essence, j'en sais rien. Et toi, ça commence à te peser. Là, il ne s'agit pas de dire oui ou non, c'est ton job de le faire. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à toi de demander à ton chef peut-être de passer dans une autre service si vraiment ça te pèse, ou si vraiment, vraiment, vraiment la boîte elle est à l'encontre de tes valeurs, éventuellement essayer de prendre tes clics et tes claques de disposition, en tout cas, et commencer à chercher ailleurs. Bien sûr, pas à claquer la porte. Parce que moi, je le voyais surtout comme du surmenage. C'est-à-dire du surmenage, alors pro ou pas pro, justement, mais voilà, t'es dans une surdose de quelque chose, et savoir mettre les limites, c'est comme mettre un régulateur de vitesse dans une voiture, par exemple. Je pense qu'il faut poser ses limites, justement, avant d'être en situation de surmenage. C'est-à-dire, si on te propose quelque chose qui ne te convient pas, tu vas pas dire oui, oui, oui 10 000 fois jusqu'à exploser, comme le disait Chloé, et que ça ressorte de manière totalement négative. Après, je pense aussi qu'il y a un bon espace de négociation. On peut dire oui, mais que si, oui, sauf. Alors, comment tu l'anticipes? Là, je t'ai emmené sur ton point 2, là. Parce que je vois tes notes. Le comment. Les gens ne voient pas, mais les notes de Megan sont incroyables. Je t'ai balancé, là. Comment on l'anticipe, ça, justement? Je pense que c'est important de dire oui, mais, ou non, mais. C'est encore une histoire de oui et de non. On peut négocier, en fait, on n'est pas obligé de dire oui à 100% ou de dire non à 100%. Et je pense aussi que c'est important qu'on se mette dans l'esprit que quand on dit non, on ne dit pas non à la personne, ou quand on dit oui, on ne dit pas oui à la personne, on va dire oui à sa proposition dans un contexte donné, selon un contexte temporel ou social donné. Et de la même manière, quand on dit non, c'est pas personnel forcément, c'est pas qu'on n'aime pas la personne, c'est juste qu'on a d'autres priorités à cet instant-là de la journée ou de la semaine. Exactement. Okay. En fait, il y a des choses qui te heurtent. Oui, c'est ça. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Chloé? Non, mais je rebondis sur ce qu'elle disait. En fait, c'est ça, c'est que poser ses limites, ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face. C'est pas personnel, c'est pas une atteinte contre l'autre, c'est juste que moi, j'ai des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Des choses que je suis prête à accepter, des choses que je suis pas prête à accepter, dépend de ma personnalité qui sont comme ci, comme ça. Et en fait, je pose mes limites en fonction de qui je suis. Et donc, ça n'a rien à voir avec la personne en face, en fait. Quand on dit non à quelqu'un, on ne dit pas non à la personne, on dit non à ce qu'elle vient de dire, non à ce qu'elle vient de proposer ou ce genre de choses. Ou quand on se trouve face à une situation où il faut qu'on pose des limites, que dire voilà, ça me plaît pas. C'est la situation qui nous met dans ce cas, c'est pas la personne en face. Je suis absolument d'accord parce que comme on disait tout à l'heure, la limite, c'est pour ça que j'ai démarré comme ça l'émission, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne nous. Ça nous concerne nous personnellement. Et d'ailleurs, on dit tout le temps, alors ça c'est dans les choses à faire ou pas faire, c'est vraiment en tant que, si vous voulez à la maison, vous voulez vraiment trouver aussi une méthode pour réussir à l'appliquer, c'est de ne jamais essayer de poser une limite quand vous êtes déjà en état d'agacement extrême. Il faut qu'à chaque fois, je suis d'accord. Ça parte tout le temps vraiment de ce qui est un sentiment, entre guillemets, d'amour, parce que tu le fais pour te protéger toi. Et d'ailleurs, comme on t'a dit, et c'est très juste tout à l'heure, Chloé, il faut qu'à chaque fois, tu dises, c'est rien contre toi à la base, mais vraiment pour moi, ça me pèse. Donc, par exemple, je vous fais l'exemple parce que ça peut arriver, par exemple, d'avoir une copine ou un copain, je ne sais pas, qui arrive systématiquement en retard. Et sauf que pour peur qu'il s'agace, pour peur de le perdre, parce que peut-être vous croyez aussi qu'il a eu une pauvre merde qui lui est arrivée juste avant de sortir, vous n'osez pas trop. Sauf qu'il le fait systématiquement et ça vous gave. Parce que pour vous, la valeur temps, c'est une valeur et ça vous gave. Donc là, concrètement, il faudrait déjà, bien sûr, on ne peut pas anticiper, et encore avant qu'il arrive en retard, lui dire, mais au moment où il arrive en retard, s'il le fait plusieurs fois, avant de s'agacer contre lui dire tout simplement, écoute, je comprends bien qu'il t'arrive toujours des trucs, moi, ça m'embête pour toi, j'ai compatis, par contre, sache que pour moi, ça me pèse de devoir t'attendre 15 minutes, donc la prochaine fois, au bout de 5 minutes, sache que je ne serai plus là. Donc, mais c'est vraiment, je veux pas que tu t'offenses ou quoi, c'est vraiment par rapport à moi. Pour moi, c'est important. Donc, toi, tu fais ce que tu peux. Moi,
vraiment, au bout de je t'entendrai 5 minutes parce que ça peut arriver à tout le monde. Au bout de 5 minutes, quand même, je vais partir. C'est un très bon exemple ce que tu dis, Aurora, parce que je pense qu'en disant non, on responsabilise aussi la relation et on responsabilise les personnes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Et en plus, comme ça, on a vraiment une relation qui est franche, qui est honnête, parce qu'on ose dire aussi qu'est-ce qui vraiment est important pour nous. Bien sûr, on ne va pas communiquer avant que la ligne soit franchie. Si je prends l'idée de la propriété privée, vous n'allez pas, dès que vous voyez un passant dans la rue, dire ne passe pas, ne passe pas, ne passe pas. et vous n'allez pas non plus, dès qu'il y a quelqu'un, imaginez qui est un peu bourré, je sais pas, imaginez vous habitez dans les maisons en banlieue qui ont, vous voyez, une clôture qui est un peu basse, donc parfois ça peut arriver que, bon bref, ils perdent leur truc, leur sens d'orientation et viennent chez vous. Bah, vous n'allez pas non plus sortir avec un fusil énervé, genre dégage de ma propriété. Mais par exemple, vous dites, messieurs, est-ce que vous pouvez partir? Et si la personne tout compte fait continue, bah vous dites bah là je vais appeler la police parce que vous êtes sur ma propriété privée. Donc c'est un peu pareil, vous mettez des warnings au départ, toujours gentiment et même jusqu'au bout. Il faut, en tout cas, parfois c'est aussi très difficile au final en même temps de ne pas s'énerver. Mais si vous partez de l'idée que vous êtes en train tout simplement de vous protéger vous, bah en fait ça calme le jeu vis-à-vis de la personne qui est en face. Mais l'exemple du retard que tu donnais, Aurora, c'est un très bon exemple parce que tu es factuel. Et une méthode qui sert beaucoup dans la sphère professionnelle, on verra après des exemples pour la sphère personnelle, c'est la méthode DESC. Est-ce que vous connaissez? Ah, bah non. Qu'est-ce que c'est cette DESC? Bah, tu l'as appliqué sans le savoir par rapport à l'exemple que tu donnais pour le retard. Alors, c'est l'acronyme DESC, qui est une méthode en fait pour faire passer un message de manière diplomate. Ça sert beaucoup au travail. C'est OSBD, non? C'est pas ça? Moi, je connaissais OSBD, observation. Vous l'avez dans toutes les langues. Non, c'est... OSBD, je connais pas, je connais que l'acronyme français. On va confronter. Vas-y. Alors, D comme description. C'est-à-dire que vous décrivez les faits, vous décrivez la situation, sans maximiser, sans minimaliser, sans extrapoler et surtout sans jugement. Donc, l'exemple que tu donnais par rapport au retard, c'est très bien. Tu as été factuel, tu es toujours en retard. Ensuite, E comme émotion. Mais quand on exprime ses émotions, il faut vraiment dire « je », comme tu l'as dit pour le retard. Ça me met dans une situation où je suis mal à l'aise, je n'apprécie pas forcément attendre plus de 15 minutes. Sans dire « tu ». Tu es toujours en retard, tu es indigne de notre amitié. Il ne faut pas non plus juger la personne. Le tutu qui tue. Voilà, le tutu qui tue, il faut essayer de rester « je » en acceptant tout simplement ses émotions. S comme solution. Comme tu le disais, tu as proposé une solution sur les 5 minutes. Tu as dit la prochaine fois, je peux t'attendre 5 minutes, mais par contre, je ne t'attendrai pas plus de 5 minutes. Il faut une solution qui soit quand même acceptable par tout le monde. Et c'est comme conclure. Donc on peut dire, est-ce que ça te convient de faire comme ça? D'accord. Et ben c'est intéressant. Moi, je connaissais une autre méthode qui se rejoint un tout petit peu, qui s'appelle OSBD. La première chose, c'est juste que moi, je l'appelle observation. Toi, tu l'appelles... Desk. Oui, le D, c'était description. Moi, observation, c'est exactement la même chose. Concrètement, tu récapitules le fait qui t'énerve. S, c'est pareil, c'est le sentiment. Donc, c'est ce que moi, je ressens. Donc, quelque part, personne pourra jamais, mais jamais t'en vouloir à toi. Parce que comme tu l'as dit, tu vas pas dire tu, mais tu vas rapporter ça à ce que ça provoque en toi. Et personne, même si tu es énervé, tu peux dire, bah voilà, ça, vraiment, ça m'énerve. Mais je suis énervé quand je suis comme ça, ou je suis... fatigué, ou voilà, tu rapportes à toi. B, c'est besoin. J'ai besoin par rapport à mes valeurs que voilà, j'ai besoin que tu arrives à l'heure, s'il te plaît, ou quelque chose comme ça. Et D, donc je te demande. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, quand il y a un conflit, en général, c'est parce qu'il y a un conflit en termes de valeurs ou en termes de besoins qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, comme tu le disais. Oui. Et chacun a sa propre échelle de valeurs et sa propre échelle de besoins et sa façon de les exprimer aussi. Donc c'est important aussi que chacun soit responsabilisé par rapport à ses émotions et les assume, en fait, pour une relation de qualité avec les autres personnes. Ouais, exactement, parce que du coup, ça met vraiment en clair et ça aplanit les conflits encore avant qu'ils émergent. Jérémy, est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je peux rajouter plein de choses si tu veux. Les méthodes dont vous parlez, c'est de la CNV, c'est Marshall Rosenberg avec son très très bon livre Les mots sont des fenêtres. C'est exactement ça. En fait, c'est poser une limite, mais dans le sens de la résolution déjà. C'est quand tu fais telle chose, je ressens telle chose négative, j'aurais besoin de ressentir telle chose positive. Penses-tu que nous pouvons trouver une solution ensemble?
C'est une des méthodes les plus utilisées au monde jusqu'à présent. C'est avec ça qui dénoue les conflits géopolitiques, c'est avec ça qu'ils font la négociation de prise d'otages, etc. C'est des méthodes aujourd'hui qui marchent très très bien. La seule problématique, c'est qu'à moins de les avoir appris par cœur et de les avoir bossés pendant 10 ans, quand tu es face à quelqu'un qui t'a fait péter un plomb, pour te souvenir qu'il ne faut pas accuser l'autre, qu'il faut exprimer ce que ça a provoqué en toi et aller vers une solution commune, c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on conseille aussi aux gens de le faire avant que ça n'arrive là. Parce que Ouais, bien j'imagine sûr. que si tu es tellement agacé, ça veut dire que ce comportement, la personne l'a eu plusieurs fois. Exactement, oui. Et Pas, ensuite, même pas forcément, en fait. Le problème, c'est que si le comportement, il vient trigger, il vient toucher quelque chose qui correspond à une blessure profonde. Est-ce qu'on m'entend encore? oui, Ça a l'air de on bugger. t'entend, non, on Ah, t'entend. ok, ça sonnait bizarrement. Si ça vient toucher une blessure profonde, le problème, c'est que le comportement, enfin, la réponse émotionnelle peut être très, très violente, très, très vive, même si c'est la première fois. Et c'est pour ça que, effectivement, comme la question était posée avant, poser des limites, avant tout, c'est dire non. Alors, c'est Ouais. pas obligé Ouais. d'être fait dans la violence, dans quelque chose de complexe, en hurlant. C'est effectivement pas quelque chose qui est adressé à l'autre en tant qu'individu, mais avant tout, poser des limites, c'est dire non. Et je pense aussi que, en fait, il manque une moitié de l'équation, en fait. Parce que d'un côté, on a dit qu'on allait annoncer à la personne ou énoncer quel était notre problème et on allait lui demander de changer. Mais aussi, quand on pose des limites, on lui dit aussi, si ça continue, voici ce qui va se passer. Et ce qui est essentiel, c'est que si par exemple, je dis à cette personne, tu arrives en retard, non, pas tu arrives. Voilà, ça provoque à Si, moi. parce que c'est des faits, Voilà. donc tu peux dire tu arrives en Ouais, retard. Voilà, tu arrives en retard, je sais qu'il t'arrive souvent, etc. Écoute, moi, je peux comprendre, mais au bout de 5 minutes, la prochaine fois, je ne serai plus là. Et ben, la prochaine fois, s'il est encore en retard, tu ne seras plus là. Et c'est là, au fait, où on a parfois des difficultés, parce que parfois, quand on est énervé, on peut un peu comme ça, ouais, je vais te casser la gueule, voilà. Il va t'arriver ça, je sais pas, si toi, tu ne me fais plus de cadeaux, je vais te tromper. Bon, ça, c'était pas un bon exemple pour poser des limites. Hein. C'est comme ça que tu fais? C'est les menaces que tu fais? Non, parce que ça serait un ultimatum, donc je rentrerai dans son jardin secret. Tu Donc m'étonnes. il faut pas faire ça. Mais c'était juste pour que vous compreniez. Donc, si en tout cas j'ai dit, reprenons l'histoire du retard, c'est plus consensuel. Si la personne arrive vraiment en retard, au bout de, elle est là à 7 minutes, elle est là. Moi, comme il a dépassé 2 minutes, je ne suis plus là. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Que si je suis encore là, bah pour l'autre personne, ça va diminuer le message qu'on venait de lui passer. Donc c'est comme si au final, bon, tout compte fait, il s'en fout parce qu'il est encore là. Et donc ça va mettre dans son esprit qu'il peut arriver en retard, que tout compte fait, c'est pas très grave. Et donc nous, ça va, par accumulation, ça va encore plus nous agacer et finalement ça va exploser parce qu'avant ou après, si ça nous touche, si ça touche une valeur, au bout d'un moment, on n'en pourra plus. Et lui, bah, ça va le confirmer comme quoi que voilà, c'est pas vraiment important parce que sinon j'aurais fait différemment. Oui, après, comme tu le dis, le respect de la relation, ça passe aussi par le respect de sa propre parole et le respect de ses propres limites. Donc c'est important aussi d'être fidèle à la parole qu'on donne et qu'on se donne aussi. Exactement. J'ai une question. Oui, vas-y. C'est si tu es une personne qui aime quand tout le monde est à l'heure, etc., ce qui est tout à fait OK, tout à fait légitime, il n'y a pas de débat là-dessus. Pourquoi diable est-ce que tu voudrais fréquenter des personnes qui sont tout le temps en retard? Alors ça, c'est parce que... Ça commence là, en fait. C'est les personnes qui font un truc qui me font péter un câble, je les veux pas dans ma vie, en fait. Ouais, t'as raison, mais tu sais, parfois on a un peu le héritage. Par exemple, je sais pas, quand t'étais copain de classe avec quelqu'un à la fac, bon, il est arrivé en retard, à la limite, c'était pas ton problème, tu vois, s'il arrivait en retard en cours. De toute façon, t'étais collé à, voilà, c'était ton copain de c'était ton copain de classe préféré, t'allais manger un bout et tu vous étudiez ensemble. Je veux dire, vous n'aviez pas vraiment des possibilités de vous agacer mutuellement. Par contre, vous pouvez aussi continuer cette relation qui peut-être va devenir une relation professionnelle si tu t'associes avec cette personne par la suite, ou même une relation amicale, tu vois, par exemple, tout simplement, tu lui dis on va au cinéma ensemble. Et bien là, du coup, tu vas voir que cette personne-là, elle arrive en retard. Donc, est-ce que si tu aimes cette personne, tu vois, c'est facile de dire quand tu connais pas la personne, elle t'agace, bah voilà, tu sors de ma vie, sors de ma vue, de toute façon, on n'a rien à faire ensemble. Mais Tu quand hors c'est... de ma vue. Faites-le place. Ouais. Tu hors de ma vue. Alors, attendez, parce que Idriss, il a fait comme ça, c'est par la maman. Tu hors de ma vue. C'est comme ça qu'a fait Weshden, non? Weshden, ouais, ça fait ça. Là, tu vois mes références du moment. Les références du moment, ouais. Et bon, du coup, quand on fait ça, bah, le problème, c'est que peut-être c'est quelqu'un avec qui tu as une relation depuis très longtemps.
Alors là, Jérémy, toi, tu ferais comment justement? Parce que imaginons que tu connaisses très bien cette personne et à la base, tu l'aimes bien, tu l'aimes même beaucoup. Mais d'un coup, elle commence à faire un truc qui t'agace au plus haut point. Tu fais comment? Je vois ces personnes à très petite dose pour pas avoir à être agacé trop souvent. Après, il y Ah, a des moyens moins extrêmes J'ai aussi pour. j'ai des amis d'enfance qui font des trucs qui, à l'époque, par exemple, m'énervaient pas, mais qui aujourd'hui m'énervent. Euh, on sait qu'on adore se voir, on adore se parler, etc. On le fait sur des petites périodes parce qu'on sait qu'on s'énerve mutuellement. Euh, ces choses qu'ils peuvent faire, ces personnes-là, pour m'énerver, sont des choses qui font partie de leur nature, de leur personnalité. C'est mes amis, je les aime avec ça. Et j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que c'est inconfortable pour moi et ça peut devenir très irritant pour moi. Donc, je les aime de loin. ouais, ok, donc tu éloignes la relation, tu espaces les rencontres pour éviter d'être agacé trop souvent. Alors, ça dépend du niveau d'agacement. Si c'est un truc qui me fait juste un peu grincer des dents, je peux aussi apprendre à me détendre le slip. Mais si c'est un truc qui touche à mes valeurs profondes et qui me blesse, ouais, si la personne, elle peut pas changer, ou qu'elle veut pas changer pour tout un tas de raisons, oui, je m'éloigne complètement. Peu Hmm. importe le niveau de la relation. Là aussi, il y a une limite à poser, en fait. Si c'est un petit agacement, je peux me détendre, ou la personne peut me détendre aussi, etc. Si c'est vraiment des choses qui touchent quelque chose de profond en moi, non, non, c'est pas OK de se laisser blesser régulièrement par une personne sous prétexte qu'on l'aime. Idriss? Oui, en fait, je pense que c'est surtout une question de standard. On n'a pas tous les mêmes standards. Par exemple, tu peux être très exigeante sur la ponctualité. Pour d'autres personnes, donc toi, tu le vois comme un manque de respect d'arriver en retard. Pour d'autres, pas forcément. Tout à fait. C'est pas grave. Et c'est une question de standard, justement. Et avant d'arriver justement à toutes ces techniques mignonnes de description, émotion, et. Alors, j'ai pas retenu ma leçon, faut que je note la prochaine fois, tu vas m'apprendre. Mais avant ça, alors il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, c'est peut-être l'approche en rhétorique, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que d'un côté ou de l'autre, on arrive à prendre et comprendre le point de vue de l'autre côté justement. C'est-à-dire, si cette personne elle arrive en retard, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle s'en fout? Est-ce qu'elle me manque vraiment de respect? Ou est-ce que parce que dans ses standards à elle justement, c'est quelque chose, bah, elle a été habituée et peut-être que bah, malheureusement, elle n'a pas de méthodologie, elle n'arrive pas à gérer son temps, sa vie, etc. Et peut-être qu'avec une bonne rhétorique, bah, plutôt que de la nexter, peut-être qu'on peut l'influencer justement et on peut contribuer justement à aider les gens à s'améliorer Qu'est-ce que plutôt que tu les entends par écarter. rhétorique? Qu'est-ce que tu entends par là? La rhétorique, c'est l'art de prendre en compte le point de vue de l'autre. C'est ça. Et tu le questionnes en fait par rapport justement aux raisons pour lesquelles il arrive en retard, Oui, etc. ça, Tu cherches à comprendre. en fait, voilà, c'est ton approche, ton attitude, en fait, tu vas l'adapter. Attends, avant de parler de rhétorique, notre attitude, on l'adopte en fonction de notre point de vue à nous. Et je pense que l'un de nos plus grands problèmes dans nos échanges humains, c'est beau ce que j'ai dit, non? Waouh. Je m'enflamme. Notre plus grand problème, c'est qu'on agit en fonction de notre point de vue et seulement notre point de vue. Et le point de vue de là ou des personnes pardon, avec lesquelles nous sommes, et ben souvent on ne le prend pas assez en considération. Et je pense donc l'art de la rhétorique justement, c'est avant d'agir ou de réagir et d'adopter X attitude, c'est d'abord d'arriver à prendre en compte l'attitude, le point de vue pardon, de l'autre personne et de faire en sorte qu'elle-même arrive à prendre en compte notre point de vue. Et quand on a échangé les positions comme ça, et ben il y a un échange beaucoup plus fluide et on arrive mieux à se comprendre. Bien sûr, et je pense que ça, c'est quelque chose qui va venir à partir du moment où justement tu poses tes limites, c'est-à-dire que tu vas dire ce qui t'embête et tu vas comprendre, tu vas le questionner. Est-ce que tu fais exprès? Parce que je te fais l'exemple, parce que moi j'ai pris l'exemple du retard et bien sûr, super cool, je vous parle du retard comme si moi c'était celle qui n'était jamais en retard. En vrai, je suis celle qui est tout le temps en retard. Parce que chez moi en Sicile, on ne dit même pas t'as un rendez-vous à 9h. Tu dis vers 9h. Oui, après, il y a un aspect aussi culturel, hein, totalement. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, si je suis pas face à quelqu'un qui me dit écoute Aura, j'en ai vraiment sérieusement marre que tu arrives en retard, moi je vais arriver parce que comme tu disais Idriss, pour moi, dans ma culture aussi, on s'en fout en fait, c'est pas être en retard, c'est on se voit, et d'ailleurs chez nous il n'y avait pas des rendez-vous pour éviter que les gens soient en retard,
on ne donnait même pas de rendez-vous. On avait un endroit qu'on appelait la compagnie. La compagnie, c'est le groupe, en fait. Et en fait, on avait un endroit où tous les soirs, on se retrouvait. Et les gens venaient comme chez McDo, quoi, avec eux-mêmes, tu vois. Genre, Venez comme vous êtes. Voilà, venez comme vous êtes. Et parce qu'en fait, comme ça, il n'y avait pas de question de retard. C'était culturel. On se retrouvait là-bas. C'est méditerranéen. En Tunisie, c'est pareil. C'est tout pareil. C'est à demain, Inch'Allah. Ou alors au Mali, c'est à plus tard. Mais quand on se fixe un rendez-vous, il n'y a pas d'heure. C'est à plus tard. On se voit plus tard. Magnifique, magique. C'est pas les mêmes standards, justement. Mais du coup, là, on passe un petit peu sur le côté on a testé pour vous. Parce que moi, je suis curieuse de voir qu'est-ce que Idriss a testé, vu que c'est aussi un serial entrepreneur, qu'il a 150 entreprises, ou même dans sa vie perso, si tu as envie de raconter quelque chose de perso, raconte un cas, que ce soit pratique et que les gens puissent prendre un exemple sur ce qui était arrivé. Tu veux que je me dévoile? Alors, je peux te donner un cas pratique récent par rapport au travail, mais juste avant, j'aimerais te donner un cas donc, plus ancien. C'était il y a 10 ans, c'était mon dernier job salarié en date d'ailleurs. Et c'est pas le j'ai testé pour vous, c'est j'ai subi pour vous. pour vous donner le cadre, il y a 10 ans, donc j'avais 19 ans. Je travaillais dans une enseigne de prêt-à-porter pour hommes, une très grande franchise, et c'était vraiment j'y allais avec le cœur, j'adorais ce que je faisais. J'avais un contrat à 25 heures, ma plus grande fiche de paye était de 730 € net, mais pourtant je le faisais comme si c'était mon magasin, j'adorais ça. Et j'arrivais donc à un moment donné à 19 ans où ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans le magasin, et je commençais à devenir le plus ancien du magasin. À mon âge, et j'étais formé, je maîtrisais de tout de A à Z, etc. Mais donc là, si on parle de limites, on m'empêchait justement d'évoluer, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un poste plus important se libérait, on me le bloquait, simplement pour mon âge. Et à chaque fois que je demandais quelque chose en plus, est-ce qu'il est possible de renégocier les primes, les commissions, justement, par rapport à ce que je vais rapporter. À chaque fois qu'il y avait une négociation, la limite que l'on m'imposait, c'était l'âge. Donc là, on parle certes d'une limite qu'on m'a imposée par tierce personne, donc la patronne, mais de mon côté, je n'arrivais pas, donc, parce que je reviens sur le oui et le non, je n'arrivais pas justement à me dire non à moi-même. C'est-à-dire je continuais à subir, je commençais à aller au travail à reculons, je détestais ce manque de reconnaissance, l'idée de travailler à fond, et d'avoir une reconnaissance presque inexistante, l'idée de générer énormément de résultats et de gagner très très peu à la fin du mois. Et malgré ces limites, personnellement, je ne disais pas non, tu vois, je faisais pas en sorte justement de m'imposer, et il m'a fallu, je pense, au moins 7 ou 8 mois avant que justement je mette un ultimatum. Alors j'ai pas fait le desk, je crois, j'ai fait juste le SK, tu vois, je suis arrivé directement à la fin, et non, le SC, pardon, c'est pas le SK, le SC, et du coup j'ai mis un préavis. J'ai enfin pris la décision après 7-8 mois de démissionner, parce que justement, on me donnait des limites par rapport à mon évolution à cause de mon âge. Et donc, j'ai pris la décision de démissionner. Ça a été une décision pas évidente. Et 6 mois après, j'ai ouvert ma propre boutique de prêt-à-porter à 50 mètres de chez eux. C'est intéressant ce que dit Idriss, parce que j'ai parlé de la méthode DESC, mais en effet, la méthode DESC n'est pas tout le temps applicable. Elle est applicable, comme le disait d'ailleurs Jérémy, en sphère professionnelle, quand on a le temps un peu de réfléchir et de préparer le terrain. Mais il y a des façons aussi parfois de dire non, et parfois juste dire non est une réponse à elle seule. Il n'y a pas besoin de développer. S'il y a quelqu'un qui vous parle dans la rue, qui vous suit et que vous n'avez pas envie de lui parler, juste non, ça suffit. On ne va pas dire tu es en train de me parler, or là je ne me sens pas bien. Est-ce que tu veux repasser demain, ça te va? Il y a des exemples dans la vie où c'est pas possible d'appliquer la méthode DESC. Idriss? Et alors c'est important que tu précises, parce qu'il y a des personnes qui écoutent et peut-être demain ils vont reproduire ça, genre je ne me sens pas très bien avec toi, virgule, et qui vont reproduire à la lettre. Je ne te connais pas. Non, je voulais vous donner un autre élément plus récent et qui va me permettre aussi de rebondir. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur Jérémy, sur ce qu'il fait justement par rapport à la promotion business canapé, pardon. Ça c'est à cause de toi. C'est à cause d'Aurora, pardon.
Non. Ah bah voilà. Je donne un exemple plus récent. J'ai la chance, depuis que je suis sur Paris, d'avoir plusieurs activités, plusieurs sociétés qui tournent très très bien. Moi, la chance que j'ai, si on parle coaching, c'est que je me fais coacher par mes associés qui ont plus d'expérience que moi. Donc j'ai la chance d'être drivé, etc. Et j'ai le vilain défaut de vouloir tout faire, trop faire et de ne jamais savoir dire non. Ça va partir du moment... Mais non, au contraire, c'est bouh. Non, mais c'est bien d'en avoir conscience déjà. Ok, merci. Non, sincèrement, j'ai ce challenge justement de vouloir trop faire, de vouloir pas me diversifier, mais trop souvent me disperser. Et du coup de forcément manquer d'efficacité en termes de résultats. Et ça, c'est l'un de mes plus grands challenges, et mes associés souvent ils me mettent des claques pour me recadrer là-dessus. Il y a cette idée de travailler dur contre l'idée de travailler intelligemment. C'est ce que j'apprends au quotidien, et je me fais misère là-dessus. Et c'est là où j'aimerais revenir sur le business canapé. Parce que Jérémy, peut-être tu vas pouvoir nous faire la promotion justement de ce que tu proposes. Je clôture sur ce que j'ai c'est pas testé en fait, j'ai subi pour vous. Là aussi, très souvent je me retrouve débordé, et dès que je me mets pas de limite sur ce que je dois faire, sur ma quantité de travail pour avoir une bonne qualité de travail, je baisse en production. Il y a un truc aussi où j'ai du mal, c'est que j'ai du mal à faire confiance, donc j'ai du mal à déléguer. Et récemment, j'ai lu un livre, je sais pas si vous connaissez La semaine des 4 heures, Ouais. de Timothy Ferriss. C'est un livre que je vous recommande énormément. Si tu n'aimes pas lire, tu l'as aussi en audio. Tu peux le trouver très facilement sur Internet. Timothy Ferriss, La semaine des 4 heures. Et ce livre, il est incroyable parce qu'il t'explique d'une manière simple comment justement déléguer des tâches qui sont chronophages, des tâches que tu n'es pas obligatoirement obligé de faire toi-même, que ce soit dans ta vie pro ou perso. Et donc c'est ultra important de se mettre un cadre, de se mettre des limites, de savoir se dire non, et justement de pouvoir faire en sorte de travailler plus intelligemment. Et c'est là où j'aimerais faire la transition, Jérémy, si tu le permets. En quoi Business Canapé peut aider les coachs, les thérapeutes à se mettre un cadre et à se donner des limites justement? En fait, très, très simplement, nous, la méthode, il y a une chose sur laquelle on est très pointu, c'est pour qu'ils la suivent à la lettre et qu'ils ne fassent pas d'autres choses à côté. Donc, on les recadre très régulièrement. Là-dessus, tu citais Tim Ferriss. Tim Ferriss, c'est très bien. C'est toute une génération, il y a 15-20 ans, qui a démarré grâce à Tim Ferriss, qui était le premier à propager ce qu'aujourd'hui, dans le milieu des startups, on appelle des muses. De l'autre côté, on appelle ça des infoproduits, des entreprises d'infoprenariat, etc. Il y a plein d'autres livres qui traitent de ça. Il y a Cal Newport avec The One Thing. Il y a Dan Kennedy avec No Bullshit on How to Manage Profit and People. Il y a plein de trucs comme ça. Business Canapé vient dans la veine de tout ça, dans la suite de tout ça, à savoir, si ta vie t'intéresse assez, tu n'as pas besoin de travailler 14 heures par jour. Ce que tu veux, c'est réussir à accomplir un objectif. Cet objectif, pour ça, tu te donnes des moyens. Tes moyens, ils prennent un certain temps. Le but, c'est que les moyens prennent le moins de temps possible en étant le plus efficace possible. Nous, nos clients, on ne leur apprend pas à faire plus, on leur apprend à faire mieux et plus rapidement. Ouais. Ok, ça me paraît clair. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à quelque chose que j'ai subi. On va changer le nom de la rubrique. Hein. J'ai subi pour vous avec les larmes. Oui, alors moi, c'était pareil. C'est dans le cadre professionnel. En fait, j'étais manager dans une grosse société de l'Internet. J'avais une équipe de 15 personnes. Et un jour, il y avait une fille. Moi, j'arrive dans l'équipe. Donc, imaginez, je connais la personne depuis 5 jours. Je venais d'arriver. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une fille qui était déjà démissionnaire, avait posé sa dème avant que j'arrive, qui donc, elle était presque en fin de mandat, j'allais dire, et s'en foutait royalement. Donc un jour, en plus, elle avait son bureau qui était juste à côté du mien, et tranquille, elle prend le téléphone, elle demande à une copine de l'équipe de venir à côté d'elle, et pendant 10 minutes, comme ça, elle parle de épilation définitive avec une esthéticienne, en demandant en quoi ça consistait, combien ça coûtait, etc. Donc, je la regarde en me disant, elle n'est pas con, elle va comprendre que sa chef la regarde, il vaut mieux pas qu'elle continue. Elle me regarde, elle me sourit, et elle continue. Elle continue, patati patata. Au bout d'un moment, j'ai perdu quand même patience. Ouais, mais c'est important d'être épilé quand même. Oui, surtout définitivement. Bah oui. Ah oui. Et donc, je lui dis, écoute, tu raccroches, comme ça gentiment, je lui dis quand même, tu raccroches et tu retournes à ta place. Gros scandale.
parce qu'elle avait mis une mauvaise ambiance dans l'équipe. Soi-disant, j'étais la Gestapo, ça c'était ses mots, parce que c'était la première fois, en fait, qu'on recrutait un manager qui venait de l'extérieur. Normalement, dans cette boîte, jusqu'alors, il y avait eu l'effet pouce-mousse, c'est-à-dire, tu sais, le truc du calipo, là, le truc, tu pousses, et en fait, celle qui était au-dessus de toi, elle est arrivée avant toi dans la boîte, elle va monter. Donc, c'était un peu comme ça. Et moi, j'étais la première personne, quelque part, qui avait pris une place qui aurait été de quelqu'un d'autre, de l'équipe même, tu vois. Mais si tu étais là, c'est que tu étais légitime à être là. Tout à fait. Mais du coup, pour elle, c'était un choc, parce que c'était la première fois que dans la boîte, ils décidaient de faire ça. Et donc, comment j'ai fait faire? Alors, à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on était managé, en fait, on avait un coach personnel à la prise de poste. Et du coup, sous conseil de coach personnel, j'ai organisé une réunion. Et pendant cette réunion d'équipe, je leur ai distribué des post-it. Alors ça, c'est des méthodes qui sont issues de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est une théorie et une méthode qui se base sur une philosophie optimiste. Optimiste dans le sens où on pense que les gens ont un bon fond et que voilà, ils veulent de toute façon faire les bons choix et les assumer. Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et bref, je leur distribue des post-it et je leur demande d'écrire quelles sont les règles qu'elles voulaient pour cette équipe, pour que ce soit clair depuis le début. Et ensuite, bien sûr, j'ai fait des micmacs parce que forcément, ça s'est recoupé. Et je leur ai donné une charte. Une charte qui, c'était pas moi qui l'avais écrite, c'était elle. C'était que des filles. Et je leur ai dit, bon, vous êtes d'accord que ça, parce qu'elle m'avait dit transparence, authenticité, etc. J'ai dit, vous êtes d'accord que là, c'est pas que moi, je dois être transparente envers vous. Vous aussi, vous devez être transparente envers moi. Donc, ça veut dire que s'il y a un truc qui va pas, c'est pas à la cafette, un pia avec les autres, que vous allez résoudre le truc. Vous venez me voir. Et pour moi, c'est important. À partir de là, les gars, je peux vous dire que ça a changé de cosy à cosy, j'allais dire, de comme ça à comme ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu une relation vraiment excellente avec les filles de l'équipe et il y en a même que je vois même maintenant. Donc, ils sont restés après des copines, en fait. Parce que, quelque part, elles savaient que moi, je pouvais leur faire confiance et elles pouvaient aussi me faire confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et si j'avais succombé, entre guillemets, au fait que jusqu'alors, ça avait été comme ça, donc il fallait pas que je sois rigide, parce que j'étais perçue comme rigide, parce que j'ai demandé à la fille d'aller à sa place. En fait, ça aurait dégénéré, alors que je me suis imposée, mais en même temps, je leur ai laissé la possibilité de le faire. Et à l'époque, bien sûr, je n'avais pas la science infuse, c'est parce que j'étais coachée moi-même, en fait. À l'époque, on avait ça et c'était hyper intéressant. Mégane, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, tu les as responsabilisées et tu les as aussi impliquées elles-mêmes dans leur quotidien professionnel. Exactement, exactement. Et c'est ça aussi, ce que tu disais tout à l'heure, quand on énonce quelle est notre limite aux autres, quelque part, on leur donne aussi la possibilité d'assumer leurs responsabilités. Et s'ils continuent, ça veut dire que quelque part, ils ne tiennent pas spécialement à la relation avec nous. Et même parfois, quand on nous dit non, ça nous fait du bien avec le recul. Ouais. Je suis sûre que si vous repensez à des exemples de votre vie où on vous a dit non, quand vous y repensez quelques mois après, peut-être que ça vous a servi et peut-être que ça vous a permis aussi de grandir et de faire autre chose. Par exemple, toi, Idriss, quand on t'a dit non pour ton évolution professionnelle, après tu as dit non et tu as fait quelque chose de beaucoup plus grand. Donc parfois aussi, dire non aux gens, c'est leur rendre service. En fait, c'est ça, ce qui est important. Alors, c'est pas le non, c'est surtout savoir comment tu vas réagir derrière. C'est ta réaction au non parce que t'as des personnes, on te dit non, et ça y est, c'est la fin du monde, tu vois. Et puis ils vont se lamenter là-dessus, ils vont blâmer. Que au contraire, si tu réagis de manière positive, c'est là où ça devient constructif. Alors les gars, l'émission touche à sa fin, il est déjà 23h04. Moi j'aimerais bien quand même que Jérémy et Chloé puissent nous dire où les trouver. Donc Jérémy déjà, où est-ce qu'on peut te trouver si on voulait faire appel à tes services? Le plus simple, moi, c'est de me trouver sur Facebook, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Donc Jérémy Coleman, c'est mon profil perso, il suffit de m'ajouter, de m'envoyer un message, et je suis assez disponible en général. Super. Et toi, Chloé, je rappelle, Chloé, elle est influenceuse. Elle bosse elle est étudiante dans une école de luxe. Où est-ce qu'on peut te trouver? Quel est ton Instagram? Chloé Canoui avec un K. Je passe très honnêtement, j'ai vu les rapports de mon téléphone 6 heures par jour sur Instagram, donc je pense que vous pouvez me trouver dessus. Oui, et je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est très très mignon. C'est vraiment Chloé, c'est quelqu'un que je connais personnellement parce qu'elle était mon étudiante à la PSL, donc on fait un peu de pub quand même. Paris School of Luxury, elle est brillante, donc elle fait vraiment des super jolies choses sur Instagram, donc allez voir tout ça. C'est grâce à toi, hein.
Ah, bon, bah, c'est cool. Je prends, merci. Merci beaucoup, Chloé. Et ben, je conclurai l'émission en disant que poser ses limites, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui relève plutôt d'un acte de courage, parce que parfois, il faut se faire violence. Parfois, c'est difficile, justement, de pouvoir le faire. Mais quand on le fait, on sait qu'on va se dire avant tout la vérité à soi-même. C'est du respect, donc, envers soi-même. Et aussi, un respect aussi pour les personnes qui nous entourent parce qu'on n'arrive justement pas au point de rupture, mais on prévient ça. Donc, je vous dis en tout cas, super bonne soirée, à très 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 vite. Et je vous fais des bisous quand même. Buonasera. Bisous, bisous. Bonne soirée aussi à Salut, Mégalé salut. Idriss. Bisous les petits cornichons. Ah. Bonne soirée, ciao ciao. La 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 la.